Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire. Je dirais même ce premier numéro de Plaisir de lire dans cette année 2025. Donc nous profitons pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025 afin que tout se passe pour le mieux dans vos foyers, dans vos projets. Donc bonne année à chacun et à chacune de ceux qui nous regardent. Dans Plaisir de lire, comme d'habitude, le mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme d'habitude, nous recevons un lecteur ou une lectrice, et c'est une dame que nous recevons cet après-midi, une dame que vous connaissez et que nous avons plaisir à revoir en cette année 2025. Nous disons bonsoir à... Oui, Marie-Laurence Delorme, merci Ludovic. Je dois dire que cette nouvelle année, je suis contente de la passer pour la première séance avec toi et avec tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter et de passer un temps agréable avec nous. Alors, pour tout un chacun, le meilleur, nous avons à le construire ensemble et de trouver un sens dans notre existence. Et puis, on souhaite la réussite à tous ces jeunes qui vont à l'examen, que ce soit pour le brevet des collèges ou encore le bac pro, le bac professionnel, le bac général, et ceux qui font des études supérieures, suffisamment difficiles pour certains. Alors, merci beaucoup, et puis on souhaite la paix et puis l'unité parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup pour ces mots. Avec de l'énergie positive, nous souhaitons que la garder, en tout cas, faire en sorte, puisque personnellement, je pense que pour que les choses se passent bien, il ne faut pas non plus être spectateur, bien que ce ne soit pas une mauvaise chose de nous regarder aujourd'hui, mais spectateur en fait de sa vie. Non, il faut entreprendre, il faut agir, ne pas forcément se demander ce que le monsieur qui a telle fonction ou la dame qui a telle responsabilité va faire pour moi. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour soi-même pour faire avancer les choses, et puis si tout le monde s'y met, ça ira mieux. Oui, je comprends tout ce que tu dis, que de toutes les façons, quoi que nous puissions faire, on ne pourra pas faire économie d'efforts et de générosité dans les efforts. Nous sommes d'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, comme vous le savez, ou bien ceux qui nous découvrent pour la première fois, nous aurons le plaisir d'étudier un ouvrage que nous a concocté Marie-Laurence. Donc, je pense que bien sûr, comme d'habitude, nous allons bien réfléchir. Pas réfléchir pour avoir mal à la tête, mais bien réfléchir pour justement nous libérer, justement, cette nouvelle année, nous donner l'impulsion pour continuer. Oui, merci. Non, c'est vrai que la réflexion, j'ai voulu quand même qu'elle soit au goût du jour et j'ai choisi Julia de Funès. Donc, c'est pas la première fois que je présente l'un de ses ouvrages. J'avais déjà présenté un ouvrage sur le développement impersonnel plutôt que développement personnel. Et donc, là, elle a sorti un dernier ouvrage, c'est La vertu dangereuse. Alors, sous-entendu, vertu dangereuse, qu'est-ce que cela signifie? Parce que, quand on voit la vertu, on pense au bien, on pense à une disposition morale qui nous conduit à bien nous conduire et à bien penser. Alors, quand on l'associe à dangereuse, c'est qu'il y a péril. En quoi une vertu qui est quelque chose de positif, c'est cette disposition à faire le bien. Je prends le cas. La vertu, parmi les vertus, on peut citer le courage. On peut citer aussi la justice. En quoi la justice ou encore le courage peuvent être des vertus dangereuses et à quelles conditions? Alors, ce qu'il faut bien savoir, d'abord, Julia de Funès, c'est une philosophe essayiste, spécialiste du management et spécialiste du management dans les entreprises. Donc, c'est une philosophe qui est née en mars 1979 et qui a créé son cabinet conseil et elle travaille beaucoup avec les entreprises et avec tous les managers. Aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que
beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans des études sur le commerce et la vie de l'entreprise est essentielle pour une économie. Donc, comment considérer nos rapports avec l'entreprise? Alors, ce qu'elle dit, c'est très important. Elle dit, la première chose, c'est que il faut éviter le piège de la bien-pensance. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par bien-pensance? Eh bien, c'est tout ce sur quoi nous nous accordons sans réfléchir. Par exemple, elle prend elle prend l'exemple de la bienfaisance. En soi, la bienfaisance, le devoir de bienfaisance, s'occuper d'autrui, être au service d'autrui. Il n'y a pas meilleur devoir moral, d'accord, a priori. Mais ce qu'elle dit, c'est que tout est dans la dose. Par exemple, si on fait tout le travail pour son collègue, il est démuni. Et quand on n'est pas là, il est inopérationnel. Ça donne, écoutez madame, écoutez monsieur, ma collègue n'est pas là, elle est en vacances, retournez la semaine prochaine. D'accord? Ça donne ça. C'est-à-dire que c'est bien d'aider, c'est une vertu, l'entraide. Mais il ne faut pas que l'entraide, ce qu'elle dit, puisse empêcher le développement de l'individu dans ses capacités. C'est comme l'histoire de donner un poisson et apprendre à pêcher. Oui, voilà. Trouver le juste milieu. Voilà. Trouver, je dirais, elle prend l'exemple de l'idéologie qui est aujourd'hui, on va dire, à la mode, c'est rock. Rock veut dire éveillé. En soi, c'est une dimension importante. Et ça, on ne peut pas le nier. D'accord? Pourquoi? Parce que lutter contre les injustices, les offenses, c'est tout à fait normal. Qui peut être contre ça? Les discriminations, tout ce qui a trait à la justice. Mais à partir du moment où on va vers toujours beaucoup plus et toujours beaucoup plus d'offenses, ce que l'on croit être offense. Une confrontation, elle dit, c'est pas une offense. Une offense, c'est quoi? C'est quand on s'écrit atteinte à la dignité de ma personne. C'est ça une offense. Une offense, et donc ça peut passer devant le tribunal ou pas, c'est le sujet qui décide. Mais c'est pas parce que j'ai été humilié que c'est une offense, que c'est un préjudice. Pourquoi? Parce que dans la vie humaine et dans la société, on est amené à se confronter et à s'opposer, à avoir des opinions et des comportements différents, sans que pour autant que ça puisse être vécu comme une offense. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que toute humiliation, c'est une offense, c'est un préjudice. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que l'offense, c'est une vexation. On peut être parfois froissé, etc. Parce que toi, tu as dit quelque chose devant le patron, alors que, bon, j'aurais préféré que tu puisses te taire. Donc, je peux me sentir offensé. Un préjudice, c'est une attaque à l'intégrité de la personne, de ce qu'elle est, dans sa dignité. Donc, ce n'est pas parce que j'ai été froissé, c'est pas parce que j'ai été vilipendé maladroitement par un supérieur ou par ma collègue de travail que tout de suite, c'est une attaque à ma dignité. Donc, c'est ça qu'elle dit. Donc, le wokisme, au départ, c'est une vertu, d'accord? Mais elle peut basculer dans une idéologie intransigeante. Cette idéologie intransigeante veut que
chaque froissement, chaque, on va dire, opinion différente est vécue comme un préjudice, ouais, on méprise le noir, voilà. Et donc, je prends un exemple, je dis souvent ça à mes élèves. Si vous ne travaillez pas, et si vous ne faites pas l'exercice, vous partez, vous faites vos études, et puis on vous interpelle, le professeur, bon, madame un tel, monsieur un tel, bon voilà. On dit, ah ouais, ils savent jamais faire les exercices. Ah ouais, ils sont racistes, comment vous dites ça? C'est un préjudice. Tout de suite, le préjudice, attaque à l'intégrité de la personne. Non. Tu arrives toujours en retard. À vous, hein. Vous êtes toujours en retard, hein. C'est une réalité. Est-ce qu'on a dit ça? Tu peux être vexé. Quand je dis à des élèves, bon, vous êtes toujours en retard, oui. Ah non, madame, je regarde le cahier, je lis, bon, voilà. Tu vois, dans la semaine, tu as 4 retards. Alors, donc, ah oui, c'est pas de ma faute. Donc, imaginons que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse être d'une autre, on va dire, région, que toi qui puisse te le dire. Alors, tout de suite, tu vas dire que c'est du racisme, c'est un préjudice, c'est une discrimination, etc. Donc, tout est dans la dose. Être éveillé et être contre les discriminations, c'est bien. Mais il ne faut pas basculer dans, on va dire, une forme de idéologie intransigeante et qui peut nuire, quant au fond, à tous les rapports humains. Parce que d'où nous sommes égaux en quoi? Nous sommes égaux non seulement en droit, mais aussi en dignité. Autrement dit, il faut bien comprendre que le crime de l'esclavage, je peux prendre le cas du crime de l'esclavage, le crime, c'est un crime parce qu'on a transformé des sujets conscients, réfléchis, en biens meubles. C'est ça le crime. Mais en aucun cas, au fond, l'esclave a toujours été un sujet, même si son humanité a été niée. Mais ce n'est pas parce qu'on nie ton humanité que tu n'es pas un sujet. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tu restes un sujet et le crime, c'est parce qu'on a voulu et on t'a contraint à ça. Et c'est ça le crime. Donc, je dis, et elle a raison de dire aussi qu'il faut nécessairement, dans l'époque où nous vivons, commencer à interroger les concepts, interroger les mots, ce qu'on appelle la déconstruction. Autrement dit, la déconstruction, c'est quoi? C'est un mouvement à 2 temps ou à 3. Le temps de l'interrogation, d'accord? Le temps de on va dire, de rechercher l'ambivalence des choses, du concept. Je prends un exemple, le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est ambivalent. D'une part, on peut dire que c'est une recherche, on va dire, de plaisir effréné. Mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant que le définir ça. Pourquoi? Parce que si je recherche le plaisir pour le plaisir et de façon immodérée, je saute de plaisir en plaisir, eh bien, j'aurai la souffrance. Donc, ce sera éphémère. Et Platon prend un exemple. Quand je me gratte au début, je prends du plaisir, je suis heureux. Mais à trop me gratter, ça veut dire que je souffre. Donc, le bonheur ne peut pas être seulement ça. Le bonheur, c'est un état de plénitude. Mais cet état de plénitude, ce n'est pas un état béat. D'accord? Donc, il est instable. C'est un état dynamique. Je peux être plus ou moins heureux. Eh bien, c'est ça la déconstruction. Autrement dit, rien n'est figé dans la déconstruction. Et on déconstruit le 3e mouvement, c'est pour reconstruire, pour assembler différemment. Donc, si le bonheur est à la fois
recherche active de plaisir et en même temps plénitude, essayons de voir quelle ouverture peut-on avoir pour formuler du bonheur une définition plus ouverte. C'est pas le en même temps de du président. Tu m'as retiré les mots de la bouche. Non, c'est pas le en même temps. C'est pas possible de faire en même temps. D'accord? Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce serait, pour reprendre les expressions un peu locales, la troisième voie? On va dire que c'est une troisième voie qui dépend de la première et de la seconde. C'est ça, parce que la troisième voie, ça n'arrive pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas spontané. La troisième voie, c'est la capacité que nous avons de dire, bon, eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Je prends un exemple, hein, dans le livre, elle prend l'exemple du collectif, l'intelligence collective, et qu'elle va déconstruire. Elle dit la chose suivante. Le collectif ne provient pas seulement d'un objectif commun. Lorsque je marche dans le métro, aux côtés d'autres individus allant dans la même direction, nous avons un but semblable. Mais aucune unité ne s'établit. Pour autant, donc, un objectif partagé, ce n'est pas suffisant. L'activité réunit les hommes, mais ne les unit pas réellement. Qu'est-ce qui nous unit? C'est le sens. Et elle le dit, le sens est nécessaire pour créer du collectif. Il faut bien une direction pour amener les gens dans une même direction, mais aucune direction ne suffit à faire émerger une solidarité. C'est le sens qui va donner la direction. C'est le sens. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la direction? Parce que le sens, c'est quoi? C'est l'orientation. Où tu veux aller? Si tu ne sais pas où tu veux aller, ton projet, ben oui. C'est le sens qui va donner le bien fondé, qui donne le bien fondé de ton projet, vers où on veut aller. Je prends un exemple concret. Les Martiniquais ont dit, on veut être dans la France, dans l'Europe. Autrement dit, on est Martiniquais et Français. On est donc en droit des Français avec tout ce qui va avec, d'accord, dans l'assimilation, et en même temps, on a une identité martiniquaise. Voilà la contradiction. Et la contradiction, les hommes politiques ont à gérer cette contradiction que le Martiniquais a mis sur la table. Il n'empêche qu'il faut faire avec. Quel sens qu'on va donner à ça? Comment faire? Donc, le collectif, c'est pas vous additionner des gens et vous les mettez les uns à côté des autres. Ça, c'est pas du collectif. On vit à côté, mais vivre à côté, c'est pas faire collectif. Faire collectif, il faut deux choses, du sens, quelle direction, quelle orientation on veut, d'accord, et quel est le projet, d'accord. Donc, elle le dit, donc, dans l'univers démocratique, donc, le collectif n'émane ni d'une identité, ni d'un idéal, il relève d'un sentiment, et il relève quel sentiment? Un sentiment de fierté, et il relève d'un sens commun, d'accord? Donc, c'est ça pour la question de l'intelligence collective. Donc, on peut retenir ça, qu'il y a des bienfaits du collectif. On ne peut pas nier les bienfaits, parce que ça nous permet de vivre ensemble. Mais pour mieux vivre ensemble, parce que c'est ça, hein, on vit ensemble, on vit les uns à côté des autres là. Maintenant, aujourd'hui, c'est bien vivre ensemble. Et le bien vivre ensemble, ça veut dire qu'on cherche un sens, l'orientation, et qu'il y ait un projet collectif. Alors, elle prend un deuxième exemple dans les entreprises, c'est la notion de procédure. Les procédures, ce sont des règles. On connaît ça. On a des règles. Les procédures sont nécessaires. Alors, pourquoi? Elle dit aide à assurer et à améliorer l'efficacité, la qualité, la transparence et la gestion des ressources. Mais les procédures peuvent devenir absurdes. Car tout prévoir, tout encadrer, tout assurer, c'est bâillonner.
Autrement dit, il n'y a pas de liberté pour les personnels, puisque tout est procédurier, il y a des procédures, madame, monsieur, ça passe par ça. Ben oui, il n'y a plus de place pour justement l'intelligence humaine, puisque les procédures encadrent. On peut continuer et dire, une procédure, c'est une mise en série contrôlée d'opérations et de comportements. Mais les procédures, parfois, deviennent de bons prétextes pour ne pas changer. Ah oui, mais ça a toujours fonctionné ainsi. Bon, monsieur le directeur, on a toujours fait comme ça. Mais on a toujours fait comme ça. Mais quel est le résultat? Est-ce que les gens sont plus satisfaits? Est-ce qu'on arrive à traiter plus de dossiers? Donc, il faut réfléchir sur les procédures. Parce que, justement, les procédures, finalement, peuvent nous empêcher de travailler mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a la procédure, c'est la routine, le conformisme et surtout la loyauté envers celui qui met en place les procédures. Oui, mais le patron a toujours voulu ça, le chef a toujours voulu ça. Donc, plus on est dans la loyauté, plus on va monter dans l'échelle. Donc, tout le monde se cadre derrière la procédure. Ah non, madame, je ne peux rien faire pour vous. Il y a la procédure, etc. Tous, tout individu est placé devant ça quand vous allez dans une administration. On vous avance les procédures. Madame, il faut du temps, il faut passer par-ci, il faut passer par-là. Donc, personne ne prend son courage à deux mains pour dire, bon, ben voilà, la procédure-là, elle n'est pas efficace. C'est ce que disent les agriculteurs. Trop de procédures. Oui, c'est vrai. Trop de procédures. Résultat du compte, qui traîne? Ce sont eux, les agriculteurs. Ah oui, derrière le bureau, il faut faire ci, faire ça. Oui, mais ça prend combien de temps? Parfois des années. Eh bien oui, et les gens meurent, les entreprises meurent. Parce qu'il ne faut pas prendre les entreprises simplement entreprises de commerce. L'agriculture, un agriculteur, c'est un entrepreneur. Faut pas confondre un ouvrier agricole qui travaille dans une entreprise agricole et puis un entrepreneur, un propriétaire qui a 1 hectare de... Oui. Donc, il faut révolutionner notre image de l'agriculture aujourd'hui, y compris en Martinique, si on veut que des jeunes peuvent faire de l'agriculture aujourd'hui. Vous avez plusieurs niveaux de qualification dans l'agriculture. Tout à fait. Et donc, on arrive dans une période d'orientation. Il faut quand même, c'est pas parce que tu n'as rien fait, entre guillemets, à l'école, que tu as fait l'agriculture. Non, l'agriculture, c'est quelque chose qui est réglementé. Il faut connaître la terre, il faut connaître beaucoup de technicité. Ça demande beaucoup de technicité. Faut pas croire. Alors, l'esprit, ce qu'elle dit, il faut avoir le courage de résister. C'est-à-dire de penser. De penser avant la procédure. Alors qu'aujourd'hui, on met les procédures et puis on oublie qu'il faut penser. D'abord, il y a la procédure. Pourquoi? Parce que la procédure, c'est le maquillage qui me permet d'agir et de me protéger surtout. Oui. Parce que c'est ça. J'applique les procédures. Donc, elle dit la chose suivante, l'esprit doit être premier, la procédure en second. La procédure n'est pas le droit. Elle n'est pas légale ou illégale. Elle ne dit pas le juste ou l'injuste. C'est ça qu'on oublie. Une procédure, par exemple, d'attribution de tel ou tel avantage, ça ne veut pas dire qu'elle est juste en soi, la procédure. C'est simplement, on a fait un choix politique. En fonction de ce qu'on veut aider, on va aider les plus démunis. Donc, il n'y a pas de justice, on est dans l'équité. Il ne faut pas confondre l'équité et l'égalité. L'égalité, c'est nous sommes égaux devant la loi. Mais l'équité, on donne en fonction des besoins des individus. Donc, il y a comme ça des mots qu'on emploie et qu'elle
interroge de la même façon, il ne faut pas confondre égalité et égalitarisme. Dans l'égalité, on a cette idée que chacun est égaux devant la loi. C'est-à-dire que les lois s'appliquent à tous. Mais ça ne veut pas dire qu'on va nier les différences entre les individus. Il y a des différences de talent, il y a des différences, je dirais, de dynamisme, etc. Chacun, nous avons des différences. Donc l'égalité ne supprime pas ça. Il faut de l'égalité dans les familles, mais pas de l'égalitarisme. C'est pas parce que tu as un pyjama en coton, eh bien, toi aussi tu as un pyjama en coton brodé et l'autre a la même chose. Mais non. Si je préfère le synthétique, ben, c'est ma différence. D'accord? Si je veux pas le pyjama, je veux la chemise de nuit. Ah bon? Parce que, ah ouais, non, il y a une injustice là. Toi, tu as un pantalon et moi, j'ai une robe. C'est pas une injustice, c'est une différence. La différence dit ce que j'ai de singulier et d'unique. Mais c'est pas parce qu'il y a une différence qu'il y a une perte d'égalité. Et c'est là toute la question. Quand on confond égalité, égalitarisme, dans l'égalité, il y a des différences. Simplement, les lois sont les mêmes, s'appliquent à tous. Il y a rupture d'égalité quand la loi, on la contourne pour créer des inégalités. Mais il n'y a pas d'inégalité. Il n'y a pas d'égalité en soi. Ça n'existe pas. C'est une fiction, ça. C'est très intéressant ce que tu dis dans le sens où quand on parle un peu partout dans différents domaines, il y a cet amalgame qui est fait. Oui. Comme il y a une différence, ben, beaucoup de personnes interprètent « Ah, il y a une injustice ». Oui. Alors que Oui, injustice, différence ne veut pas dire forcément injustice. Non. Et une injustice, c'est la rupture du point de vue du droit. C'est pas parce que ma mère ou mon père, bon, eh ben, il a un regard bienveillant, un peu plus bienveillant pour mon frère, etc., que là, c'est une injustice. C'est une différence. Donc, il faut assurer que les pères et les mères puissent assumer la différence. Pourquoi? Parce que ça ne se gère pas. Et on peut avoir spontanément plus d'atomes crochus pour l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est pas volontaire. C'est émotionnel. Donc, si on veut avoir les mêmes émotions pour l'ensemble de ces enfants, où on va? Ça, c'est le totalitarisme. Le totalitarisme, ça rentre même dans le foyer. Et on dit, c'est ça Hitler, hein? Il y a une manière de se comporter avec tous ces enfants, etc. C'est ça le totalitarisme. La dictature n'entre pas dans la sphère privée. Le totalitarisme rentre dans la sphère privée et dit vos comportements, les comportements de la bien-pensance, vous devez faire ça avec vos enfants, etc. C'est pourquoi, quand on regarde les reportages sur les familles, on va dire, en Allemagne à cette époque, eh bien, tout est réglementé. Le Führer, c'est lui qui décide. Il peut même décider c'est l'individu va se marier, voilà, j'ai un soldat, voilà, il doit se marier avec telle ou telle personne qui cadre bien avec la posture de la mère pour la nation. Donc, on ne fait pas des enfants pour soi, mais pour la nation allemande. Alors, donc, elle continue, voilà ce qu'elle dit. Concernant les procédures, une procédure peut devenir une tyrannie. C'est pourquoi il faut faire preuve de courage et de discernement pour substituer à la procédure, quoi? Eh bien, la pensée. Parce que quand il y a des procédures, on ne pense pas. On applique les procédures. Tu n'as pas besoin de machine. Tu vois ce papier-là, fais comme on te dit de faire. Et puis tu n'as pas à réfléchir ni à dire, c'est ça, tiens, c'est déjà écrit, 1, 2, 3, 4, voilà ce qu'il faut faire. D'accord? Donc la procédure sécurise, protège. Mais la procédure, si elle sécurise, protège, c'est pas suffisant. C'est une prison, surtout pour les clients qui viennent ou encore pour les usagers et pour les administrés. Parce que pour les administrés, bon, les procédures, eh ben, c'est mortel.
parce que c'est long, parce que ça passe par plusieurs bureaux, etc. Donc, il faut nécessairement remettre de la pensée, et la pensée est avant la procédure. Tu voulais dire quelque chose? C'est vrai que la procédure est perçue pour beaucoup comme un bouclier. C'est le bouclier. En gros, je ne veux pas avoir de problème ou tu ne veux pas avoir de problème, procédure, même si parfois on pourrait se dire, mais le bon sens te montre que on est dans une situation où on aurait peut-être pu envisager autre chose, mais non, c'est la procédure, c'est comme ça. Oui, voilà. Donc, la procédure, c'est tout le travail de déconstruction qu'elle fait. Au début du chapitre, elle dit quels sont les intérêts de la procédure. D'accord? Et ensuite, comment dépasser, faire que les procédures ne nous empêchent pas de penser et de réaliser la finalité. Parce que la procédure n'est que moyen, c'est pas la finalité. C'est un moyen. Le moyen, c'est ce que je mets en œuvre pour atteindre un objectif qui est la finalité. La finalité, c'est pas de donner satisfaction aux administrés si on est dans une mairie, ou encore des usagers quand on parle et du transport. Mais si on met les procédures avant la réflexion, là, ça pose problème. Alors, elle déconstruit aussi l'idée de posture, la posture. Alors, donc, la posture, avoir une vision claire, montrer l'exemple, voilà, c'est quelque chose de positif. Développer ses compétences aussi, d'accord? Mais en même temps, elle dit, il ne faut pas croire que toutes les postures sont bonnes. Par exemple, elle prend la posture identitaire. Alors, la posture identitaire est un piège insidieux qui consiste à suivre un itinéraire fléché sans parvenir à vivre sa propre existence. Parce que c'est ça. Dans la posture identitaire, tu n'existes pas en tant que sujet individuel, particulier, unique. Tu existes en tant que noir, en tant qu'afro-descendant, en tant que... Autrement dit, ta propre singularité n'existe pas. Ce qui existe, c'est tout simplement l'ordre identitaire dans lequel tu t'inscris. Et elle continue, les identités peuvent nous enfermer, peuvent être des prisons sournoises qui nous empêchent de penser. Oui. On est arrivé à la fin du jour. Non, il y a encore du temps. Alors, donc, voilà ce qu'elle dit de la posture. Et toujours concernant la posture, elle dit que l'essentiel, ce n'est pas tant d'avoir la posture, mais bien le courage d'exprimer sa liberté. C'est ça. Parce que dans la posture, c'est quoi? Tu prends une attitude. Et cette attitude conformiste, parce que c'est ça, une posture, c'est une attitude que l'on prend pour, on va dire, renvoyer à l'autre ce qu'il attend de moi. D'accord? La posture de l'homme pressé, de l'homme d'État, c'est qu'il faut qu'il ait cravate, etc. Donc, l'autre, je lui renvoie ce qu'il attend. Mais en même temps, le piège de la posture, c'est que tu n'es jamais toi-même. Tu es toujours dans le paraître. Tu n'es jamais toi-même. Et donc, par conséquent, les gens sont tout sauf pas intelligents. Ils savent bien voir tout de suite quand on est dans la posture ou pas. Donc, toi qui penses que tu es dans l'air du temps et qu'on va tapoter 50 000 fois, 50 000 j'aime, oui, c'est pas un problème. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux te fabriquer des milliers de j'aime. C'est ça aussi. Donc le j'aime que tu as ne correspond à rien du tout. La preuve, c'est que, bon, pour sourire, vous pouvez recevoir d'Elon Musk, suivez Elon Musk. Petit Martinique, que vous êtes, oh là, vous la connaître d'autres, oh là, vous la connaître moins, vous pouvez ça bas moins. Donc, mais tout de suite, oh là là, pour me s'intéresser à moi, mais ne s'intéresse pas à toi.
C'est l'intelligence artificielle, c'est tout. Mais encore faut-il le savoir. D'accord? Donc, on se laisse prendre là-dedans. Et ce sont des pièges. Donc, ce qu'elle dit, et elle revient sur l'un de ces thèmes qu'elle avait examiné dans l'ouvrage précédent, s'il y a un essor du développement personnel, finalement, le développement personnel dépersonnalise, gomme les singularités et nous fait croire qu'il y a une uniformisation des manières d'être et que tous nous réagissons de la même manière. Non, non, on ne réagit pas de la même manière. On est dans sa propre singularité. Pourquoi? Parce que nous avons des histoires particulières. Vous avez, par exemple, dans les familles, 5-10 enfants. Les 10 ou les 5 enfants vont recevoir la même éducation, mais simplement, chacun percevra cette éducation de façon différente. C'est ça. Et c'est la propre singularité. Il faut que les parents puissent le comprendre, sans pour qu'ils puissent en prendre ombrage. Mais on dit, c'est comme un prof, il fait cours. Bon, il y a des élèves qui vont comprendre, d'autres comme moins. Bon, ça fait partie. Pourquoi? Parce qu'on a des biais cognitifs. Ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire que je dis un mot, mais ce mot-là peut être traduit différemment dans la tête des individus. D'accord? Et donc, on voit ça quand on interroge les élèves. Qu'est-ce que tu entends par ce mot-là? Eh bien, quand on le demande, il donne une signification totalement différente. Tu dois le savoir. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu as raté? On peut s'interroger, et heureusement qu'on s'interroge. Alors, donc, on peut passer à, par exemple, ce qu'elle appelle le cumul de fonctions. Oui? Oui. Alors, dans le cumul de fonctions, elle dit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cumulent plusieurs métiers, etc. C'est bien, ça peut permettre l'épanouissement, mais on perd en régularité, en rigueur et en épaisseur, en profondeur. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit peu de tout, comme Michel Morin, on saute d'activité en activité sans faire les choses en profondeur. Alors, en conclusion, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut éviter la complaisance coupable, c'est-à-dire éviter la facilité et l'indulgence, développer l'esprit critique, c'est-à-dire apprendre à s'interroger et sortir des carcans et des schémas. C'est ce qu'elle dit. Et donc, voilà, je lis ce qu'elle dit. Bien penser suppose de se détacher de la pensée unique, de la certitude, de la satisfaction de ses opinions. S'essayer à bien penser, à penser juste, suppose le doute, les efforts, les outils. La pensée critique n'est pas simplement une simple pensée. C'est pas le doute systématique. La pensée critique, justement, c'est d'abord une interrogation. D'accord? Et donc, pour que le travail critique soit une valeur, il faut lui donner du sens, c'est-à-dire une direction. On ne critique pas pour critiquer. D'accord? Si tu critiques, c'est bien pour construire quelque chose. C'est bien pour construire du sens et construire ensuite un projet. C'est un travail de toute une vie. Oui, c'est le travail non seulement de toute une vie, mais c'est un travail, je dirais, c'est le travail que chacun devrait faire pour mieux se saisir lui-même, sa propre existence, parce qu'on a à construire le sens tout le temps de notre existence. Même si je suis étudiant, il me faut trouver du sens à ce que je vais faire plus loin. Je suis salarié pareil, je vais être à la retraite ou je suis à la retraite, il faut construire un autre sens. Et donc, je suis une personne âgée, il faut que j'ai un sens pour le reste du temps qui me reste à vivre. Voilà. D'accord. Donc, l'objectif n'est pas de s'installer dans des routines oui, ou de suivre le cours
le cours d'eau. Oui, voilà. Non. Parce que la routine, justement, c'est ce qui nous empêche de penser. C'est vrai que les habitudes, on a besoin d'habitudes pour vivre. Mais pas seulement d'habitudes. On a besoin de doutes, on a besoin de courir d'autres chantiers, et sortir de ces habitudes, c'est aussi se donner l'occasion de penser. Voilà. D'accord. Juste avant de se quitter, ça me fait penser au fait de les personnes qui ont des objectifs, on les invite à se fixer de nouveaux objectifs. Oui. Et j'avais lu quelque part, il y avait l'équipe qui était allée sur la Lune. C'était le rêve, je ne vais pas dire un rêve de gamin ou peut-être de presque toute une vie, mais beaucoup étaient déprimés, étaient en dépression parce que comme ils avaient fixé la Lune, après la Lune, se refixer des objectifs, c'était difficile. Alors qu'ils n'avaient pas préparé l'après-Lune, ils avaient préparé jusqu'à la Lune et après... Oui, ils avaient préparé, c'est ce qu'on disait, ils avaient un objectif, mais ils n'avaient pas donné du sens à cet objectif-là. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu vas sur la Lune, mais et quel sens que tu donnes à ça? Donc, et quand tu fais quelque chose et que tu ne donnes pas du sens, eh ben, c'est tout le problème on va dire, de la souffrance au travail. La souffrance au travail, c'est qu'il y a tellement de routines, tellement de procédures, tellement que les gens sont en souffrance, découragés, parce qu'ils pensent que faire de la planification, et bien on en a marre, parce que souvent, les ingénieurs, au début de leur carrière, ils font de la planification. Qu'est-ce que c'est que cette planification absurde, etc. Et donc, quand on a fait combien d'années d'études, et puis qu'on s'est sacrifié financièrement, et puis émotionnellement, etc. Et donc, si on arrive à ça, c'est la question du sens. Quel sens donne-t-on à ce qu'on fait? Est-ce que le sens est extérieur à nous? Non, il faut qu'on se fixe un sens qui soit un sens intérieur. Et c'est ainsi, c'est pareil pour le bénévolat. Il y a une dame qui m'a dit un jour, mais tu te fais exploiter, tu fais du bénévolat. Voilà, elle a donné un sens au bénévolat que c'est pas le même sens que je donnerais. Merci beaucoup Marie-Laurence sur cette question qui concerne tout le monde, sur le sens. Quel sens donnons-nous aux choses? Ça va être la réflexion pour, on va dire, la prochaine fois. Oui. Et donc, on ne peut pas faire collectif si on ne donne pas du sens et si on n'a pas un projet commun. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en ce premier numéro de l'année 2025. Si, comme Marie-Laurence, vous souhaitez venir sur le plateau nous présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher tout à l'heure à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.